Chers auditeurs et auditrices de la radio Kadoza FM, bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale Kichui Chaye, une émission dédiée à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons bel et bien 4 invités. Je pourrais même commencer toujours par ma gauche pour une petite présentation, le nom de l'organisation dont vous avez représenté. S'il vous plaît. Merci. Moi, je réponds au nom de Claver Ndayishimiye, comme tu le savais. Je travaille pour SNV et je suis chargé donc du volet emploi et entrepreneuriat de jeunes. Enchanté, M. Claver. Moi, c'est Lydie Ndayishimiye, la directrice exécutive de Créop Jeunes, une ONG locale qui a comme mission d'accompagner les jeunes et les femmes en emploi et en entrepreneuriat. Enchanté, Madame la directrice. À ma droite. Moi, c'est Nibikola Félicien. Je suis de la SBL Tout-SBL, une ONG locale qui intervient spécialement dans le volet agri-élevage et dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, le domaine lié à la lutte contre les BBG. Enchanté, M. Félicien. Et moi, c'est Adela Ndiabandi. Je suis responsable du suivi d'évaluation au BBIN, qui est un incubateur d'entreprise qui est aussi dans ce pays depuis l'an 2000 dans le secteur de l'entrepreneuriat. Enchanté. Voilà, bienvenue encore dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment très sensible pour surtout les jeunes. La question est bel et bien comment construire une approche structurée, réaliste et durable pour aider les jeunes burundais à sortir du chômage et du sous-emploi. Tout d'abord, Monsieur Claver, vous qui êtes dans l'écosystème entrepreneurial depuis les années 2020, peut-être que vous auriez déjà élaboré certaines approches avec vos partenaires. Dernièrement, on avait abordé le sujet du projet PADAN, un projet qui a vraiment aidé pas mal de jeunes. Je me rappelle bien que les jeunes que vous avez accompagnés étaient autour de 2600, si je me rappelle bien. 2900. Voilà. Alors, il y aurait des approches dont vous avez vraiment vu qu'ils ont aidé les jeunes qui étaient auparavant dans le sous-emploi ou même dans le chômage, comme on le dit souvent. Oui, merci de la question. Par rapport à l'approche structurelle, ce que je peux dire, c'est que même SNV, comme je l'avais dit dans les émissions ultérieures, SNV a une approche spécifique. Cette approche, si j'essaie peut-être donc de passer en revue donc cette approche, c'est une approche qui est composée donc d'une trajectoire de 4 composantes. Là, je vais souligner, c'est une approche innovante parce que de façon générale, l'approche de la SNV est basée sur le développement des systèmes de marché. Oui. Donc, c'est l'approche globale, le développement des systèmes de marché. Et pour le volet emploi et entrepreneuriat de jeunes, il y a donc cette approche développement des systèmes de marché composée d'une trajectoire de 4 composantes. Il y a donc une composante qui s'appelle pousser ou push en français. Au niveau donc de cette composante, il y a avant l'identification des barrières et des opportunités dans les chaînes de valeur, dans les localités quelconques. Voilà, on fait l'identification des besoins, l'identification des barrières, mais aussi des opportunités. Parce que s'il y a des défis, il faut qu'il y ait donc des solutions. Et ces solutions, donc, il y a donc des opportunités qui sont tirées là. Et au niveau de cette composante, après avoir identifié donc ces défis et ces opportunités, on donne des formations beaucoup plus les compétences à la vie, comme je l'avais dit récemment. Les compétences à la vie, ce sont des thématiques qui sont très intéressantes et qui généralement contribuent à l'éveil de la conscience
et de l'esprit entrepreneurial. Si, si. C'est là où il y a donc les différentes thématiques qui sont exploitées, dont le développement donc de l'estime de soi. Je me permets de commencer par l'estime de soi ou bien donc le développement de la confiance en soi. C'est quelque chose de très important parce que lorsque on a de l'estime, voilà, tu peux te lancer et tu es confiant en toi-même. Si, si. Voilà, c'est ça les compétences à la vie. Il y a une approche dont j'ai été au courant qui s'appelle Oye ou Ye. Voilà, c'est cette approche que je suis en train donc, de développer. C'est une approche de façon globale au développement du système de marché. Bon, auparavant, c'était donc Oye, opportunité pour l'emploi des jeunes. Mais cette approche a été mise à l'échelle au niveau de la SNV globale. Ça s'est redevenu Ye. Emploi. Auparavant, donc, c'était opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Oui, opportunité for youth employment. Mais pour le moment, c'est youth employment and entrepreneurship. Wow. Voilà, on a voulu donc mettre l'accent sur l'entrepreneuriat pour bien évidemment créer, augmenter ces opportunités dans le but d'augmenter la création d'emplois à travers la création de petites et moyennes entreprises. Voilà. Il y a aussi donc une autre composante qui s'appelle match connecté. Au niveau donc de cette composante, c'est surtout beaucoup plus les formations techniques. Récemment, j'avais parlé donc des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur agricoles, il y a donc des bonnes pratiques, que ce soit les bonnes pratiques agricoles ou bien donc les bonnes pratiques d'élevage pour les volailles. Donc, nous sommes donc dans la chaîne de valeur pour EF. Voilà, il y a donc des bonnes pratiques. Il y a donc les compétences techniques, les formations techniques qui sont données pour bien évidemment essayer donc de connecter ces jeunes avec les opportunités techniques, avec les opportunités du marché. Mais aussi, il y a des formations sur l'éducation financière. Là, on se focalise sur l'approche Vicoba parce que cette approche nous a montré et ça aide les jeunes à ce que eux, ils peuvent contribuer, ne fût-ce que de petites contributions pour qu'en fait ils puissent trouver des capitaux de démarrage. Il y a troisièmement donc une composante qui s'appelle pool. Donc c'est îlet. Les jeunes qui sont renforcés et qui sont renforcés techniquement, ils ont commencé donc des initiatives génératrices de revenus. Voilà, ils sont à un niveau quelconque. Ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, d'être mentorés, d'être coachés. Au niveau de cette composante, on donne beaucoup plus suivi, accompagnement, coaching et mentorat. C'est pour essayer vraiment donc de les renforcer, pour garder ce qui commence à se montrer. Et il y a donc une autre composante, bien évidemment, qui combine, qui montre, qui renforce l'écosystème. Nous sommes dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est une opportunité de parler beaucoup plus de l'écosystème. Mais l'écosystème, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Pour le moment, nous sommes avec Créop. Et je pense que c'est l'un des acteurs qui est dans l'entrepreneuriat. Il y a donc d'autres acteurs. Il y a BBN qui est là. Il y a Twitter Zimbele même qui est dans l'agribusiness. Et l'agribusiness, voilà, il y a aussi de l'entrepreneuriat. Il y a des opportunités qui sont là. Voilà, au niveau de l'écosystème, on travaille avec les différents acteurs qui sont dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Il y a aussi même les décideurs. Il y a donc les services publics. Il y a les programmes de gouvernement. Il y a Paillage. Il y a Passage. Il y a d'autres institutions qui sont vraiment dans la promotion de la création d'emplois. Il y a OBM. Il y a ABEJ. Voilà. Il y a donc les différentes structures ou bien les différentes institutions avec qui on pourra travailler. Sans toutefois oublier les institutions financières. Ils sont dans l'écosystème parce qu'ils ont un grand rôle à jouer pour booster l'entrepreneuriat, d'autant plus qu'ils peuvent octroyer des crédits financiers aux agripreneurs ou bien aux entrepreneurs. Justement. Voilà donc de façon générale l'approche que SNV utilise, cette approche de développement des systèmes de marché. En tout cas, avoir des résultats, ça a aidé pas mal de jeunes. Il y a ce qui se trouve ici dans la foire. Voilà. De façon générale, c'est une approche que SNV a utilisée et qui
à fonctionner. La réponse que je viens de tirer, elle est surtout basée sur les compétences techniques dont vous allez d'ailleurs un peu nous donner les détails. Je reviens sur créant des opportunités pour les jeunes, Créop Jeunes. Malgré peu d'années que vous venez de passer dans l'écosystème entrepreneurial, je crois déjà qu'il y a des pistes que vous avez déjà réalisées pour pouvoir tirer ces jeunes du chômage, de sous-emploi. Parce qu'on attend souvent que le Burundi a une jeunesse dynamique et compétente, mais qu'il manque souvent des compétences techniques. Il y aurait au moins des jeunes que vous auriez déjà accompagnés et dont les résultats ont été vraiment fiables. Merci. Chez nous, à Créop, nous avons pas mal de jeunes que nous avons déjà accompagnés depuis 2020, l'année de naissance de Créop. Notre approche, d'abord l'idée de Créop était de prendre ces jeunes qui terminent l'école et qui à la fin sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas quoi faire. Il y a le défi d'employabilité au Burundi, il y a le défi des compétences qui sont inadéquates par rapport aux besoins du marché. Et par après, on a mis en place un programme de formation et stage pour essayer de relever ces défis en rapport avec les compétences et booster vraiment l'employabilité de ces jeunes. Là, ça répond on utilise l'approche de Skill Up où on essaie de vraiment monter ou booster les compétences de ces jeunes pour qu'ils soient compétitifs au marché du travail. Ceci est fait en partenariat avec les entreprises du secteur privé, tant privé que public, parce que c'est le secteur privé qui a de l'emploi aujourd'hui. Et après, on s'est rendu compte que parmi les jeunes que nous insérons dans les stages professionnels, il y a des jeunes qui sont talentueux, qui ont d'autres talents autres que d'être un employé. Et alors, on a mis en place un système d'identification de talents qui nous a conduit à sélectionner les jeunes qui sont dédiés à être des salariés et d'autres qui seront bien sûr des entrepreneurs parce qu'ils ont des idées entrepreneuriales. Très intéressant. Et là, alors, on a commencé alors l'accompagnement de ces jeunes. Et parmi eux, il y a pas mal qui ont déjà des entreprises fonctionnelles et qui ont déjà donné de l'emploi aux autres jeunes. Wow. Une autre chose que je peux mentionner par là, cette approche de stage et entreprise, c'est une approche innovante parce que quand on te dit d'aller entreprendre, tu as besoin d'apprendre d'abord comment entreprendre. Tu as besoin de savoir comment la gestion des ressources humaines se font. Tu as besoin de savoir comment la gestion financière se fait. Et tout ça, à part qu'il y a d'autres accompagnements qui sont faits pour les entrepreneurs, cela s'apprend aussi en entreprise. Voilà. Donc, ça, on a trouvé ça comme une approche vraiment innovante qui fait qu'un jeune qui termine son stage et qui parvient à développer son entreprise, il évolue que celui qui s'est lancé directement en entrepreneuriat sans passer par ces étapes. Voilà. Là, il y a aussi l'approche Matchup qui est cette approche de connecter ces jeunes avec ces entreprises à travers les stages. Il y a aussi l'approche de former, oser et innover. Donc, cette approche aide aux jeunes de se lancer malgré les défis. Les défis, le climat des affaires qui n'est pas très favorable, les taxes qui ne sont pas très abordables, le marché qui est déjà qui est entre les mains des grands entrepreneurs. Donc ça les aide vraiment à affronter toutes ces difficultés pour pouvoir développer leurs entreprises.
Ça ne se limite pas par les jeunes, parce que dans notre approche, il y a aussi les femmes. Les jeunes, c'est un grand groupe qui fait... il y a les jeunes femmes, il y a les jeunes hommes. Mais pour les femmes, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Pas du tout. Il n'y a pas de limite d'âge. Même une vieille maman de 50 ans qui a la capacité d'apprendre, de faire l'entrepreneuriat, on essaie de l'accompagner selon son calibre. Sinon, les jeunes que nous accompagnons sont de 18 à 35 ans. Pour les femmes, on a vu que l'obstacle majeur réside dans l'accompagnement par leur mari. Parce que l'entrepreneuriat, une femme qui commence à entreprendre développe l'autonomie financière, l'indépendance, ce qui fait que pour la plupart des cas, les hommes le voient mal. Donc, on a commencé alors l'approche masculinité positive pour impliquer en fait, les hommes dans le développement des entreprises des femmes. Donc, il faut que les hommes comprennent que l'entrepreneuriat des femmes d'abord est là pour contribuer au développement des familles, mais aussi des pays. L'entrepreneuriat des femmes est là pour briser aussi les stéréotypes du genre, étant donné que la majorité de la population est féminine. Donc, l'entrepreneuriat des femmes peut pousser loin le pays, et on l'observe dans les pays qui ont compris l'approche avant nous, que là où l'entrepreneuriat féminin est avancé, il y a aussi le développement de leur pays. Y aurait-il des chiffres probants par rapport aux jeunes que vous auriez déjà accompagnés, soit avec l'approche match-up ou même en globalité? Alors, nous avons plus de 2000 jeunes. 2000 jeunes que vous avez déjà accompagnés. Dont certains sont déjà devenus des salariés, d'autres des employeurs ou même des employeurs. Nous avons sur les 2000, nous avons plus de 800 jeunes qui sont des salariés. Et nous avons plus de 200 coopératives issues de ces jeunes qui ont fait qui font l'entrepreneuriat, je vais dire. Très intéressant. Alors, je reviens sur l'organisation la plus ancienne, depuis les années 90. Twité Dimbélé, c'est d'ailleurs une ONG qui a su briser les frontières. Je crois que vous avez déjà été à Brazzaville, si je me rappelle bien. Et bientôt, je crois que vous avez même déjà célébré les 30 ans d'existence. Donc, il ne manque peut-être pas des approches que vous auriez déjà élaborées pour l'entrepreneuriat, soit des jeunes ou même l'entrepreneuriat en global. Comme vous le dites, Twité Dimbélé vient de passer pas mal d'années dans le développement de l'économie locale. Et d'ailleurs, comme vous le dites, nous avons déjà intervenu en faveur des jeunes. C'est actuellement le projet PNUD qui intervient spécialement dans l'entrepreneuriat des jeunes. Mais aussi, il y a le projet PADAN, avec qui nous avons collaboré pendant 3 ans, où nous avons exercé pas mal d'activités en rapport avec les jeunes. Alors, au sein de Twité Dimbélé, nous favorisons d'abord le développement des ressources locales. C'est-à-dire quoi? Une fois que les jeunes sont là, qu'ils ont des ressources locales, nous les sensibilisons à se mettre ensemble, c'est-à-dire dans des groupements. Si une fois ces jeunes travaillent très 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 bien, nous les conseillons de se mettre en coopérative. Et dans ce cadre-là, nous avons trouvé qu'une fois les jeunes sont ensemble, ils peuvent arriver à pas mal de choses. Et comme Claver l'a dit, les différentes formations que Claver a parlé, ce que nous avons mis en œuvre, nous, au sein de Twité Dimbélé, parce que nous étions en partenaire de SNV, PADAN. Alors, nous avons mené pas mal d'activités au niveau local, c'est-à-dire dans cette province, les anciennes provinces, c'est-à-dire Bujumbura, Makamba,
Bubanza, Chibitoki, Muyinga et Gitega. Là, nous avons mené des activités avec les jeunes, surtout en rapport avec cette chaîne de vallée. Ouais. Bon, j'ai une question qui me vient directement en tête. Avec votre expérience, il y aurait un secteur que vous auriez déjà détecté qui offre de plus d'emplois par rapport à d'autres secteurs? C'est le secteur d'agri-élevage. Agri-élevage. Oui, qui a plus d'emplois. Il y aurait au moins des chiffres probants que vous auriez déjà dans votre base de données? Je n'ai pas des chiffres en tête, mais il y a pas mal de jeunes qui ont eu des emplois, surtout dans les activités d'agri-élevage. La transformation, par exemple, du lait. Si. La commercialisation, la collecte, par exemple, des œufs. Voilà. Ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus impliqués dans la collecte des œufs. Il y a aussi des jeunes qui se sont mis dans la collecte des fruits, comme le maracuja et le pinier du Japon. Si. Ouais. Vous savez pourquoi je vous demande une telle question? C'est par rapport au point de vente que j'ai déjà découvert, surtout à Rukecho, en Godi. Oui. Il y a une station vraiment dont même les étrangers, les Rwandais, les Tanzaniens, ils passent parfois juste pour acheter du lait. Oui. C'est de même pour l'autre point de vente qui est à Chibitoke. Même si elle paraît un peu timide, je ne sais pas si c'est par rapport à la culture de la population avoisinante. Il y a un autre point de vente des fruits ici à Mubimbi. Et de l'autre côté, à Nyabiraba, il y a aussi un point de vente des jeunes, des fruits, qui est actuellement très 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 bien fonctionné. Sûrement que ça serait vraiment très fructif. Oui, monsieur. Bon, merci. Bon, par rapport à la question, oui, peut-être qu'il n'a pas de chiffres, mais dans le cadre du projet PADAN, si les 8 chaînes de valeur sur lesquelles le projet PADAN a travaillé, bien sûr, conjointement avec les partenaires, le secteur dont vous posez comme question, bah, peut-être ce n'est pas un secteur parce que PADAN était donc dans l'agri-food, agroalimentaire. Il y a donc les chaînes de valeur qui ont montré vraiment plus d'opportunités. En tout cas, de façon surprise, nous sommes rendus compte que la chaîne de valeur amarante, selon les études qui ont été faites, en tout cas, il peut en témoigner, c'est la chaîne de valeur qui a été trouvée vraiment avec beaucoup de rentabilité. C'est une chaîne de valeur informelle, mais c'est une chaîne de valeur où les jeunes et les femmes, comme Mme Lydie a dit, vraiment se sont beaucoup lancés, ils ont été intéressés par ça. Et il y a beaucoup vraiment d'opportunités, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Pas les surprises, même dans la commune de Rumonge. Voilà, auparavant on parlait de Ibiboga-Boga, parce qu'ils étaient habitués peut-être à prendre donc des poissons, mais à Rumonge, par surprise, nous avons vu qu'il y a vraiment un changement de cette mentalité. Il y a beaucoup de volume de production d'amarante et il y a aussi donc des marchés. Il y a donc le marché à l'hôpital de Kigutu. En tout cas, ça nous a aussi un peu surpris, mais nous sommes rendus compte que les chaînes de valeur informelles, les fruits, maracuja et prime de Japon là où ils se trouvent, amarante, c'est presque partout, et aussi la chaîne de valeur pour les F. En tout cas, ça nous a montré que ce sont des chaînes de valeur qui sont plus rentables par rapport à ça. C'est ça donc, ce que je pourrais donc ajouter par rapport à la question. Auriez-vous déjà pensé à un point de vente par rapport au projet PADAN, ou peut-être il y aurait un partenaire qui a pensé à créer un point de vente comme ils l'ont fait avec le volet de collecte de lait? C'est notre partenaire et dans ses attributions, il est à charger donc de... Les points de vente maracuja et pinier de Japon, c'est dans le projet PADAN. Parce que donc tout est zimbélé. Normalement, c'est une seule organisation, mais on avait, je dirais, 2 partenariats. Il y a donc le partenariat côté marché pour faciliter donc l'écoulement de ces produits, de ces chaînes de valeur, mais aussi il y a donc la structuration des coopératives. Voilà, il a parlé donc des coopératives. Voilà, donc par rapport à ces points de vente, c'est même Twitter qui a contribué, bien évidemment, avec d'autres partenaires, mais c'est lui donc qui a pris le lead. Je reviens vers BBIN, Burundi Business Incubator.
C'est d'ailleurs aussi une jeune qui vient passer presque 15 ans dans l'écosystème entrepreneurial. Oui. Et ils sont aussi d'ailleurs partenaires du projet Padan SNV. Pour vous, il y aurait au moins des approches qui ont vraiment aidé les jeunes de sortir de ce gouffre de sous-emploi, comme on le dit souvent, ou même du chômage. Alors, merci pour la question. Donc, avec BBIN, on a travaillé avec le projet Padan, avec SNV. L'approche qu'ils utilisent, elle est très semblable à l'approche qui est utilisée chez BBIN. C'est juste au niveau des appellations. Sinon, dans la méthodologie, c'est presque la même chose. Nous, c'est un parcours entrepreneurial qui est composé de 3 phases d'incubation. Il y a la post-incubation, qui a des formations qui sont données à l'entrepreneur, et aussi un coaching qui est donné à l'entrepreneur pour qu'il puisse vraiment bien aboutir à ce qui est donc à lancer son entreprise. Aussi, la deuxième phase d'incubation, c'est l'incubation. Il y a aussi des formations comme des formations techniques, le mentorat, aussi le plan d'affaires. Donc là, il y a un coaching aussi qui est adapté à cela. Et aussi la troisième phase qui est le post-incubation. Il y a le jeune qui s'est déjà lancé, il a fait le plan d'affaires, il sait les moyens qu'il a besoin. Donc, il y a ce besoin de financement où on essaie de trouver une solution avec lui en le connectant avec des institutions de microfinance. Actuellement, on travaille avec la CRDB. Wow. Et vraiment, pas mal de jeunes commencent à avoir des crédits. Et on voit vraiment que c'est une solution vraiment qui sera vraiment rentable. Donc, c'est une approche vraiment qui est très proche à celle utilisée par la SNV. Oui, oui. Monsieur Claver, vous avez parlé d'une approche de VICOBA, Village Community Bank. Ça paraît vraiment comme une approche qui a été plus fructive par rapport à d'autres approches. Je crois bien que même Créop en utilise. Je ne sais pas si c'est dans Matchup ou Skill-Up. Sur les leçons apprises, il y aurait au moins une perspective pour pouvoir renforcer une telle approche. Parce que je crois bien que si un jeune réussit à pouvoir subvenir à tous ses besoins, il pourra même penser à une structure qui pourrait même être plus grande que celle qu'il avait. VICOBA, réellement, quelle a été la leçon apprise? Merci pour la question. Franchement, l'approche VICOBA a beaucoup contribué pour l'autonomisation de ces jeunes. Parce que dès le début, on a eu le souci de garder les jeunes. On a identifié les jeunes, on les a formés. Après les formations, voilà, ils ont participé, ils ont reçu des frais de déplacement. Mais à un certain moment, lorsqu'il s'agissait donc de mettre en application les acquis, voilà, parce qu'ils avaient cet appétit de l'attentisme. Ils croyaient que voilà, Padan, c'est peut-être un projet similaire à d'autres qui peuvent donner quelque chose, des faux ou bien d'autres, voilà. Mais nous avons eu le souci donc d'enregistrer beaucoup de cas d'abandon. C'était en 2021. À peu près 300 et quelques. Mais avec 2022, on a changé. On a commencé, après l'identification, les premières formations qu'on a commencé à structurer, regrouper les jeunes à travers les groupements VICOBA, les sensibiliser sur l'importance des groupements VICOBA, les former sur l'approche, parce que l'approche VICOBA, ça diffère un peu d'autres groupements d'épargne crédit, les AVEC ou bien les VSLA, parce que le VICOBA a une approche économique, contrairement aux AVEC qui ont une approche, je peux dire, sociale. Parce qu'à la fin du cycle, à la fin d'une année, on partage les intérêts et on garde les capitaux. Et le but, c'est que pour la première année, les capitaux sont là. Pour la deuxième année, les capitaux sont là. Ça permet, s'il y a donc la demande de crédit, donc on reçoit un crédit un peu élevé. Et dans ces capitaux,
ça les aide à agrandir, je dirais donc, les micro-projets qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et dans cette approche, ça nous a permis vraiment de garder les jeunes. Ils ont vu, voilà, il faut que, comme on dit en Kirundi, peut-être il pourrait y avoir d'opportunités qui viennent d'ailleurs, mais voilà, c'est pas garanti. Voilà, cette approche vraiment nous a permis donc de garder les jeunes et ils ont pu voir que à travers eux, ils peuvent trouver vraiment des petits capitaux pour commencer et les aides peuvent provenir d'avant. Et pour le moment, on peut enregistrer des Vicoba qui sont, je peux qualifier donc, de matures. Parce que comme Adela l'a dit, dans le cadre du projet, on a poussé en avant, on a pensé à ce que, voilà, est-ce qu'on parle de la connexion avec les structures financières, voilà, on a pensé, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Vicoba qui sont matures. On a développé donc des applications Vicoba. Wow. Il y a des applications mobiles. Applications mobiles. Wow. Voilà. On a pensé à la mise en place des applications parce que, voilà, les groupements qui sont à Rumongue, les groupements qui sont à Gitega, le jour de rencontre, en tout cas, il y a une application qui est là. On n'a pas besoin d'être là. On peut consulter à travers l'application mobile. Tu peux voir, voilà, combien ils sont épargnés, combien ils ont contracté des crédits et à quel niveau de montant. À ce moment-là, c'est quelque chose quand même qui nous a aidé parce qu'on a travaillé avec SACO, donc groupement de coopératives de 4e catégorie. Donc peut-être ils peuvent devenir une microfinance. Donc, ce SACO, avec ce développement de cette application mobile, ça nous a aidé de voir, d'identifier les 70 groupements, les 70 groupements dans toutes les provinces, un réseau de 10 par province ancienne. Voilà, pour voir comment ils peuvent, dans l'avenir, facilement être connectés avec les structures financières formées. Récemment, c'était au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire, on a eu même donc des descentes sur le terrain avec la banque CRDB qui a été intéressée avec donc les opportunités, les micro-projets des jeunes. On a organisé donc une session ensemble et avec CRDB et avec SACO Ingodo et avec les représentants donc de ces groupements, les 70. Ils ont ouvert des comptes sur le nom donc de regroupement pour faciliter le CRDB Banking. Donc, si vous parlez de SACO, c'est le partenaire ou c'est le fournisseur de l'application mobile? En fait, SACO, ce n'est pas un partenaire direct de SNV, mais c'était à travers BBN. C'était à travers BBN. Donc, c'est le groupement qui a pu fournir cette application mobile? Oui. Wow, ça, ils ont même qui peuvent facilement donc, aider à suivre s'il y a des épargnes. Le but, c'est de facilement être connecté avec les structures financières formelles. Et c'est venu CRDB qui a été intéressé. Malheureusement, le projet pendant ce moment-là n'avait pas continué à aller faire le suivi. Mais pour le moment, si je consulte l'application, je peux voir, voilà, il y a donc d'autres groupements qui sont en train de faire ça. Très intéressant. Et le sort de ces sessions avec CRDB, en tout cas, j'ai déjà constaté qu'il y a même un mémorandum d'entente qui a été signé entre CRDB et BPIN. C'est quelque chose vraiment qui peut contribuer, rentabiliser ces groupements du COBA, parce que ça fait partie donc de finances digitales. Et de ça, les groupements qui sont matures et qui sont fonctionnels, qui sont dynamiques, ils peuvent tirer donc des opportunités d'être connectés avec les services financiers. Ils peuvent en profiter. On a parlé des coopératives. S'ils aillent, ou bien s'ils sont restructurés en coopérative et qu'ils amènent des projets qui sont rentables, voilà, une opportunité pourra être analysée ensemble avec et CRDB et SACO et avec les structures d'accompagnement, les BBN et bien d'autres structures bien créées. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui nous a montré que, voilà, peut-être si je peux anticiper, même dans le cadre de la pérennisation, s'il y a des groupements qui sont fonctionnels, ils pourraient tirer profit.
Voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire donc de cette approche de Vicoba qui, franchement, qui m'a semblé très pertinente. C'est d'ailleurs fort probable que ces derniers pourront devenir des institutions de microfinance locales. Hein? Oui. Bon, ailleurs, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Ghana, que ce soit, en tout cas, à un certain moment, s'ils sont fonctionnels, s'ils continuent à émerger, ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent devenir des fédérations, et pourquoi pas donc les structures des institutions financières. Finalement, le mémorandum d'entente que vous avez signé avec CRDP, c'est tiré de Vicoba, si j'ai bien compris. Donc voilà. ça commence avec les Vicoba, parce que les Vicoba viennent comme des solutions pour le financement de ces donc ces petits témoins, donc ces AGR des jeunes. Donc même dans l'accompagnement, on invite les jeunes à prendre des crédits et la destination de ces crédits, vraiment on essaie de voir si c'est pour la création vraiment de ces AGR. Et puis par après, donc avec la maturation des entreprises, il y a ce besoin d'avoir un capital vraiment qui est un peu, je dirais, significatif. C'est là où SACO et CRDP viennent pour appuyer Vicoba. Donc en quelque sorte, Vicoba donc aide dans cet écosystème entrepreneurial, donc à produire des clients qui seront vraiment fidèles aux banques ou bien aux microfinances par cette éducation qu'ils ont reçue via les Vicoba. La connexion, en fait, Oui. ça Voilà. facilite la connexion. Surtout ça. La connexion. Voilà, je reviens vers Créop Jeune. Apparemment, vous, Vicoba, il pourrait même y avoir des solutions ou même des leçons apprises par rapport à cette approche. Quelle a été réellement la leçon apprise de cette approche? Tout d'abord, l'approche Vicoba facilite en fait la cohésion sociale. Aussi longtemps qu'aujourd'hui, nous encourageons les jeunes à se mettre ensemble en coopérative ou quelle sorte d'associé. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un avec qui tu ne connais pas, avec qui tu n'es pas rapproché à lui. Pas du tout. Donc l'approche Vicoba facilite vraiment cette cohésion, cette facilité de projeter loin le groupement qui va sortir du Vicoba, mais se changer en coopérative ou en entreprise, en fait. Ouais. Une autre chose qui fait de Vicoba une approche intéressante, c'est que c'est l'une des solutions de financement des projets des jeunes. Parce que la plupart des microfinances, des institutions de financement favorisent des cautions solidaires. Donc, si un groupement est composé de 25 personnes, ils peuvent demander un crédit de plus de 10 millions, tout en cautionnant au fait leur groupement, les membres du groupement. Donc vraiment l'approche de Vicoba est à continuer, mais il faut aussi, c'est peut-être une recommandation, il faut que l'approche Vicoba dure une période, surtout pour avancer à une autre étape. Ça, on l'a fait avec le projet de l'UNICEF, où on a mis en place une approche de certification de ces Vicoba pour vraiment penser, pour promouvoir en fait la sortie de l'approche Vicoba vers la coopérative ou l'entreprise. Et cela a été facilité par l'administration locale qui certifiait que ces jeunes sont stables parce que la plupart des bailleurs ou des institutions de financement reprochent des jeunes de leur instabilité. Donc il fallait que le groupement soit composé des jeunes stables de la localité et qui sont connus par l'administration. Et il y avait aussi d'autres critères comme la régularité dans les cotisations, dans le remboursement, avoir pensé à ouvrir un compte bancaire. Et tous ces critères regroupés nous ont permis de certifier plus de 1600 groupements qui vont avancer, qui vont sortir de Vicoba vers l'entrepreneuriat de pratique, en fait. Voilà. Une autre chose que j'apprécie vers le Vicoba, comme j'ai dit, que c'est la base, au fait, de l'entrepreneuriat.
au fait, ça facilite l'éducation financière à bas âge parce qu'il y a les enfants qui ne sont en dehors de l'école, mais qui pensent aujourd'hui à entreprendre. Donc, ça facilite cet esprit entrepreneurial dès le bas âge, cet esprit d'épargne et de crédit, cet esprit de chercher un petit capital pour faire quoi que ce soit demain. Donc, c'est vraiment une approche à rentabiliser, mais à limiter dans le temps pour permettre les jeunes ou les femmes d'avancer. Voilà. Mais je crois qu'ils ne sont pas seulement reconnus par l'administration locale. Peut-être que vous auriez déjà pensé à les faire enregistrer au niveau de l'agence de développement du Burundi ou même l'ADB. Justement, c'est une autre étape, en fait. Voilà. C'est de la sortie de Vicoba vers l'entreprise ou vers la coopérative. C'est ça. Kick du digital. Auriez-vous déjà pensé aussi à l'application mobile qui pourra même essayer de rentabiliser ces genres de structures? Bon, on n'avait pas vraiment pensé à l'approche qui rentabilise les structures Vicoba, mais on avait pensé à l'approche, à une application qui facilite ces jeunes ou femmes membres de Vicoba de faire des épargnes via des banques pour avoir des crédits, des mouvements bancaires afin d'avoir un crédit plus tard. On a organisé des séances de co-création avec les jeunes universitaires qui font le génie logiciel, qui ont vraiment proposé des solutions aux microfinances qui facilitent l'accès à ces Vicoba de leurs institutions de façon électronique, mobile, étant donné que la plupart de ces institutions ne sont pas partout et sont loin en fait de la communauté. Là, c'était une application qui pourrait vraiment faciliter cette interconnexion entre ces groupements et les structures, les services financiers. Ces applications ont été développées, ont été proposées aux banques, mais comme vous le savez, les applications mobiles sont chères. Ils ont apprécié l'idée, mais on attend l'appropriation alors de ces outils. Voilà, je reviens sur l'interconnexion. Vous voyez déjà qu'on a ici des incubateurs, des ONG internationales, donc du moins tous les acteurs. Il y aurait au moins un moyen de pouvoir coordonner toutes ces approches pour qu'au moins il y ait une approche unique. Je ne dis pas ça pour que certaines approches soient au moins humiliées, mais cette interconnexion, il y aurait une plateforme à laquelle dont toutes ces ONG et acteurs dans l'écosystème entrepreneurial jouent le rôle d'interconnexion. Disons par exemple SNV qui a plus de 5 partenaires. Pour le moment, par rapport à cette interconnexion, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là parce que on a pensé à mettre en application à mettre en place une application Vicoba qui facilite le suivi, mais qui généralement peuvent être connectés avec les services financiers et que les membres de ces groupements peuvent tirer profit. Voilà. On parle de l'écosystème. Et l'écosystème, c'est quelque chose de très important. Dans la composante 4 que j'avais dit, le développement de l'écosystème entrepreneurial, Enable, c'est dire que je pense que c'est quelque chose qu'on pourra continuer à y travailler. D'autant plus qu'il y a donc le défi que nous avons ici chez nous, l'écosystème entrepreneurial, voilà, il vient de voir le jour. C'est pas encore quelque chose de vraiment qui est développé, il faut dire. C'est pas encore quelque chose qui est développé, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On a donc beaucoup d'acteurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais au finish, tu peux constater franchement qu'ils ne sont pas vraiment dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Il y en a qui peuvent y aller parce qu'il y a des opportunités qui peuvent être tirées, mais il y a franchement des acteurs clés qui doivent être là pour développer cet écosystème. J'ai parlé donc des programmes de gouvernement, il y a aussi, heureusement qu'aujourd'hui, franchement, on peut dire qu'au moins, nous avons un ministère vers qui l'entrepreneuriat peut se pencher, contrairement aux années précédentes. Je pense que pour le moment, avec le ministère du Commerce, de l'Énergie et des Mines, je pense que c'est de transport, je pense que c'est le ministère
qui généralement peut voir, voilà, l'entrepreneuriat, c'est coordonné via son ministère. Et il y a d'autres acteurs, il y a donc la CFCV par exemple, il y a d'autres acteurs, il y a BSO qui vient de voir le jour, mais ça vient de voir le jour, il faut quand même voir comment donc essayer de développer cet écosystème. Il y a donc d'autres acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, les incubateurs. Je peux mettre à guillemets, il y a des accélérateurs. En tout cas, il y a donc les structures financières. Ils doivent être là. Je pense que c'est quelque chose qu'on aura à travailler beaucoup pour développer vraiment cet écosystème. Et cette interconnexion, je pense que ça reviendra avant. On est en train donc de tester, de voir bientôt. Il y a eu donc un MOU qui vient d'être signé. Et certainement, ça va être opérationnel. Je pense qu'on aura à combiner, à organiser des sessions d'échange, de voir comment donc développer cette interconnexion pour avoir quelque chose, une approche qui peut faciliter donc la connexion de ces groupements. Les différents groupements, ça peut être des Vicoba, tout comme ça peut être des VSR si tu veux. Ça va dépendre de niveau de maturité. Voilà. Et pour qu'à un certain moment, donc, soit ils peuvent devenir des coopératives, soit ils peuvent devenir d'autres structures qui généralement ils peuvent travailler ensemble et pour profiter donc de ces produits financiers. Voilà, c'est ce que je vais dire par rapport à ça. Tout ça va dépendre donc du niveau de maturité de l'écosystème entrepreneurial du Burundi. Parlons des lacunes. Vous avez parlé des cas d'abandon dont vous avez vraiment fait face vers les années 2021 ou 2022. C'était en les 3 ans 2022. d'abandon. Ouais. Pour d'autres organisations, il y aurait des lacunes que vous auriez déjà détectées, surtout pour l'ONG Tweeté Zimbélé qui vient de passer plus de 30 ans sur le sol burundais. C'est vrai, l'interconnexion, c'est l'une des faiblesses que notre écosystème entrepreneurial a, surtout avec les institutions de microfinance ou même d'autres structures d'accompagnement. Quelles ont été réellement les lacunes dont vous faites face avec votre expérience? Merci. Lors de la mise en œuvre du projet PADAN, nous avons relevé pas mal de lacunes, surtout en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous développons les ressources locales. Si. Nous avons constaté que les jeunes ne trouvent pas des terrains, par exemple pour mener les activités agricoles. Ils ont des problèmes de finances, mais nous avons, vers les années 2024, eu des fautes d'innovation qui ont été octroyées par la SNV. Ah bon? Alors, Tweeté Zimbélé a accompagné les jeunes dans l'élaboration des plans d'affaires. Je trouve que nous avons accompagné plus de 20 jeunes qui ont élaboré les plans d'affaires et qui ont été financés. Wow. Mais par après, nous avons constaté qu'il y a peut-être 0,9% de jeunes qui n'ont pas quand même continué à exercer les activités. Qui ont bouffé l'argent qu'ils ont reçu. C'était dû à quoi exactement? Il y avait des jeunes qui se sont lancés dans le mariage. Oui, il y a un cas d'un jeune qui a utilisé les faux pour faire le mariage. Il y a d'autres jeunes qui ont probablement pas su comment utiliser les fonds reçus. Surtout ça, voilà. Mais par après, nous les avons accompagnés, nous les avons formés sur la gestion des fonds. Mais sur tout ça, ils n'ont pas de capital, ils n'ont pas de terrain où exercer ces activités agricoles. C'est normalement cela qui est principalement ces deux lacunes que nous avons constatées sur le terrain, le capital et le manque de terrain. Il y a aussi des jeunes qui ne sont pas instruits, qui ne savent pas comment, si on les a aidés à élaborer un plan d'affaires, qui ne savent pas comment mettre en œuvre ce plan d'affaires.
Voilà, Ça, je reviens. c'est une lacune que nous avons déjà constatée sur ce terrain. Je reviens vers Créop. Quelles ont été réellement les lacunes dont vous avez fait face? Pas seulement pour l'approche Vicoba, mais pour toutes les approches, que ce soit Match-Up ou Skill-Up. Les défis observés, c'est surtout pour les deux approches, c'est vraiment le changement de mentalité de nos jeunes qui doivent savoir le contexte burundais, où on est et où on va. Un autre défi, c'est vraiment cette crédibilité qui fait que les jeunes n'ont pas accès au financement sans hypothèque bancaire ou garantie. Ça limite vraiment le développement de leurs entreprises. Surtout ça. Et pourtant, ils ont des bonnes idées. Ouais, tout à fait. Il y a une autre chose on l'a même évoqué dans la séance, dans le panel d'hier. C'est vraiment le manque de mentoring au Burundi, où on ne peut pas, une grande société, une grande entreprise qui est assez développée ne peut pas se porter volontaire de mentorer l'autre, la petite entreprise. Il y a cet esprit de concurrence qui perdure et qui va vraiment freiner peut-être l'écosystème entrepreneurial, qui va bloquer le développement de ces jeunes qui se lancent en entrepreneuriat. Ça, je ne sais pas comment on va y remédier, mais c'est très délicat. C'est vraiment très délicat parce que on apprend des autres. Même ces grandes entreprises ont appris à travers d'autres pour arriver là où ils sont. Donc, il faut que cet esprit de concurrence soit brisé pour arriver vraiment à un développement meilleur, durable, je vais dire. Il y a une autre chose, c'est la peur du risque. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment le goût du risque. Même pas. Or, pour avancer dans la vie, il y a même un jargon qui dit qu'il ne risque rien à rien. Les jeunes d'aujourd'hui ont peur de s'investir totalement, de peur de demain. En fait, demain est imprévisible. D'où alors, ils devraient vraiment apprendre le goût du risque. Une autre chose, c'est lié aux compétences. Le défi lié aux compétences, il y a bien sûr des structures d'accompagnement qui sont qui facilitent. Mais malgré cette facilitation, il y a toujours des défis, peut-être par compétences. Il y a des structures qui ont vraiment des compétences suffisantes pour vraiment accompagner des entrepreneurs et d'autres qui se lancent, comme M. Claver a dit, parce qu'il y a de telles ou telles autres opportunités. Et ça fait que les jeunes se disent « Ok, nous sommes entrepreneurs » alors que pas. Donc, il faut que, comme il a dit, j'allais proposer, même si la question ne m'a pas été posée, pour vraiment arriver à un bon écosystème, je proposerais que il y ait justement cette plateforme comme BSO, mais qui définit les rôles et responsabilités de chaque structure. Voilà. Parce que moi, je peux dire que Créop n'a pas les mêmes compétences d'accompagnement des entrepreneurs que BBN. Ou toute autre structure d'accompagnement. Ou toute autre structure d'accompagnement. Donc, s'il y aurait vraiment une phase de détecter qui sont capables de faire quoi, avec qui, là, ça pourrait aider. Par exemple, je peux dire, prenons l'exemple de Créop, qui vient de passer 5 ans. Elle va se charger de la pré-incubation. C'est un exemple. Mais pas dire Créop va se charger de la pré-incubation et de l'accélération. Est-ce que vraiment... La capacité, vous l'avez. Tu vois. Donc, qu'il y ait une base de données des structures qui font la pré-incubation, d'autres qui font l'incubation, d'autres qui font l'accélération, et sur les mêmes personnes. Surtout ça.
Et là, il faut que aussi les bailleurs comme Padan ou d'autres le comprennent. Sinon, il y aura des fonds qui sont injectés dans l'entrepreneuriat, dans l'écosystème entrepreneurial, mais qui se volatilisent. Ouais. Je reviens vers Bébé Yen. Sur les défis spécifiques, c'est vrai, avec 15 ans d'expérience, je crois bien qu'il y a eu des résultats fiables. À vous basant sur des chiffres, quel a été réellement l'impact que vous avez vraiment dû effectuer avec 15 ans d'expérience? Donc avec BBIN, avec ses 15 ans d'existence, nous avons touché plus de 20 000 incubés. Et aussi, il y a plus de 50 000 emplois qui sont créés, qui ont été créés. Avec aussi une couverture sur toute l'étendue du pays. Donc, on se dit vraiment très satisfait avec ce parcours sur ces 15 ans. Et aussi, dans l'avenir, on compte vraiment partir des expériences qu'on a vraiment rencontrées et aussi maximiser vraiment notre apport pour que vraiment l'écosystème entrepreneurial puisse vraiment avoir vraiment un impact réel. Sûrement. Oui, oui. Et quels ont été les défis? Les grands défis, vraiment, ça a été cité, mais comme ajout à ce qui a été dit, il y a un grand départ vraiment des jeunes vers l'étranger, vraiment qu'il faut vraiment voir comment gérer ça. Parce que il y a des fois où on accompagne des jeunes depuis le début, à un moment, vers même, je dirais, le post-incubation, le jeune, il est financé. Et de ce financement, il utilise ça, non pas pour vraiment bien continuer dans son entreprise, mais pour vraiment partir à l'étranger, par exemple. Pareil pour M. Félicien, le gars qui s'est marié. Oui, oui. Donc vraiment, c'est un grand regret. Donc il faut vraiment qu'il y ait vraiment du sérieux avec les jeunes. Parce que vraiment, comme ça a été dit, vraiment, il y a des fonds vraiment qui sont destinés à ce que vraiment il y ait vraiment un changement très positif. Oui, oui, merci. Tendons vers la fin de l'émission. Monsieur Claver. Je peux ajouter par rapport au défi, il faut bien le souligner, comme je l'avais dit. Il y a beaucoup de prétendants acteurs dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ce qui montre que il y a conflit d'approche. Ça, c'est quelque chose, c'est un grand défi, franchement. Il y a conflit d'approche. Il y en a donc peut-être une structure, voilà, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai cette approche, et ils considèrent cette approche comme la meilleure. Alors que toutes les approches sont complémentaires à un certain moment. L'autre défi, c'est le type d'accompagnement réussi. Félicien vient de le dire, dans le cadre du Padan, il y a un fonds d'innovation qui a été donné aux jeunes, mais à travers une compétition dans toutes les provinces où le Padan est vrai. Oui, il y en a donc qui ont eu cette chance d'avoir appui financier. Si j'ai bonne mémoire, on a appuyé 299 entreprises qui ont été appuyées financièrement. Mais via BBN, il y en a quand même des concours de pitch qui ont eu lieu ces 27. Au total, on a 332, si j'ai bonne mémoire, 336 qui ont bénéficié de l'appui financier à travers le projet Padan. Pas les jeunes, mais les groupements ou bien les individus. Ils appellent donc des micro, petits et moyennes entreprises. Comme il le disait, il y en a donc qui voient, voilà, on vient de voir ce fonds, voilà, en cachette, on peut utiliser comme nous le voulons. Parce qu'il y en a d'autres projets ou bien d'autres approches qui appuient financièrement, mais qui, la rigueur d'accompagnement n'est pas la même. Il y a eu un moment où on a vu, voilà, vraiment les Jato Padan, les partenaires, ils nous pressent beaucoup vraiment avec l'argent. Ils disaient, avec l'argent. Ils disaient même, voilà, ce qui se trouvait donc sur la chaîne de valeur pour les circuits, ils disaient, voilà, les poules de Padan. En tout cas, ce n'était pas les poules de Padan, et donc les poules de ces bénéficiaires, mais SNV Padan
conjointement avec les partenaires, on avait vraiment ce souci de réussir pour accompagner les jeunes pour qu'ils émergent. Il y en a donc qui, à un certain moment, voilà, en tout cas, le SNV, pendant avec ses partenaires, ils nous mettent d'oppression. Quitte à ce que même, il y en a beaucoup, dans ces derniers jours, il y en a, pendant un an, il faut essayer de faire ça. Voilà. En tout cas, le mindset n'est pas encore très développé, ce qui nécessite un accompagnement personnalisé à un certain moment. Accompagnement personnalisé, le type d'accompagnement vraiment qui n'était pas le même, conflit d'approche. Si on essayerait de briser ça, dans l'écosystème entrepreneurial avec tous ces acteurs clés, ça pourra vraiment contribuer au changement de mentalité. Si je te mets pression pour t'accompagner, en tout cas, c'est pas parce que je te haïs, mais c'est pour question que je veux à ce que tu quittes une étape et que tu sois une autre. Voilà, Jean-Marie Vianney, il est là. Voilà. Il a récemment reçu vraiment un crédit à travers ICODE d'à peu près 40 millions. Pourquoi pas? Parce que lui, il s'est approprié des interventions, des accompagnements. Et bientôt, il a été identifié, il a été transféré vers Orange Kona. Il va être donc accéléré. Et il est fier de ça. Et il a été identifié par le PRODER. Voilà, tout comme voilà. Voilà, vous voyez qu'avec la rigueur d'accompagnement, ça pourra aider les jeunes. Ce n'est pas la pression qu'on met sur eux. D'où, à travers cet écosystème, il faut essayer vraiment de définir, peu importe les approches, il faut essayer de les adapter, mais avoir une même vision, avoir un même objectif. Voilà. Tendant vers la fin de l'émission, quel est le message que vous pouvez donner à l'audience, parce que Kadota FM déjà est sur tous les territoires nationaux, par rapport surtout aux ambitions entrepreneuriales. Parce que finalement, entreprendre, c'est pas seulement créer une entreprise, c'est la manière de penser, la manière de pérenniser. Même si l'entrepreneuriat n'est pas seulement votre expérience, je crois que vous l'avez abordé vers 2020 ou 2021. Quel est le message que vous pouvez donner à l'audience qui nous suit? Le message que je peux donner à l'audience qui nous suit, c'est que il faut soutenir ces jeunes qui mènent des activités entrepreneuriales. Surtout, je m'adresse à l'administration, premièrement, et puis secondo, aux services techniques. S'il y a des partenaires qui appuient les jeunes à promouvoir l'entrepreneuriat, il faut que l'administration soit doublée, il faut qu'il soit impliqué, il faut aussi que les services techniques soient impliqués. Et aux jeunes qui font de l'entrepreneuriat, de continuer dans le bon chemin, d'utiliser leur fonds correctement, et de penser à l'avenir. Sûrement. Parce qu'un jeune qui reçoit par exemple des fonds d'innovation et qui est utilisé à tort à travers, s'il échoue, ce n'est pas celui qui lui a accordé des fonds qui échoue. Pas du tout. C'est plutôt le bénéficiaire. Oui, le bénéficiaire. Voilà. Et aussi, il faut que nous, les partenaires, comme on l'a déjà dit, qu'on puisse s'asseoir ensemble et voir comment mener une approche semblable pour soutenir nos jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Pareil pour Bébé Yen, quel est le message que vous pouvez donner à l'audience, surtout aux entrepreneurs qui nous suivent sur tous les territoires, même ailleurs? Merci. Donc, j'appelle vraiment tous les jeunes et tous les Burundais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. Et le BBN est là pour vraiment accompagner toute personne désirant donc vraiment franchir une autre étape dans la vie à travers l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci aussi pour Madame Créope Jeune. Quel est le message réellement que vous pouvez donner à l'audience? Je dirais à mes frères et sœurs jeunes d'oser, commencer petit,
utiliser ce qu'ils ont sans toutefois attendre les fonds venant de l'extérieur. Qu'ils cherchent de s'auto-former, des formations, mais aussi des accompagnements nécessaires pour développer leur entreprise. Monsieur Claver, last but not least. Ok, merci. Ce que je peux dire par rapport à ça, je peux conseiller aux jeunes d'innover, d'être créatifs. Si on a une innovation, si on est créatif, ça peut traîner, mais tu vas réussir. Parce que il faut oser. Parce que il faut essayer. Si tu essaies, il y a des niveaux. Soit tu réussis, soit tu échoues, entre guillemets. Parce que Mandela a dit, tu apprends de l'essai. Si tu essaies, tu réussis, ou bien tu échoues. Mais si tu n'essaies pas, bien évidemment, tu dois échouer. Parce que tu n'as pas essayé, il n'y a pas d'opportunité vraiment de réussir. Donc, il faut oser. Au niveau donc de l'écosystème entrepreneurial, il faut qu'il y ait vraiment le développement de l'écosystème entrepreneurial à travers quoi? À travers les cadres d'échange permanents. Voilà, s'il y a un écosystème qui est là, oui, BSO vient d'être créé. Il ne faut pas que ça soit donc le nom seulement. Il faut qu'il y ait l'opérationnalisation vraiment du BSO. Il faut qu'il y ait donc des cadres permanents d'échange. Et dans ces échanges, il y aura des recommandations et il y aura donc la mise en application et il y aura vraiment un plaidoyer vers les structures de prise de décision par exemple. Mais dans l'écosystème, il faut que les institutions financières et aussi il faut qu'ils osent. Parce que je me rappelle qu'au niveau de SNV, nous avons organisé des sessions en 2022 et en 2023. Oui, en 2022 et en 2023, dans le cadre du développement donc, de l'écosystème entrepreneurial. Il y a des recommandations qui ont été mises en place. Je me rappelle qu'il y a celui qui a représenté une banque, je ne vais pas dire son nom, mais il a osé dire qu'en tant que des agents banquiers, franchement, nous n'avons pas d'expertise pour bien analyser les projets tirés donc dans le secteur agricole et élevage. On n'avait pas cette compétence. Il a sollicité à ce qu'il y ait vraiment donc le renforcement des capacités à parce qu'il faut le reconnaître, le secteur agricole et le secteur d'élevage, c'est un secteur vraiment qui présente beaucoup d'opportunités. Voilà, et il faut essayer de les exploiter. Et pour question de les exploiter, on a besoin des innovations, des motivations, et on a besoin d'appui financier qui a des finances. Ce sont les institutions financières et comment ils vont faire pour autre. Il faut qu'ils aient cette compétence pour analyser la rentabilité des projets qui sont orientés dans ce secteur. Voilà donc en gros ce que je peux recommander comme un message clé pour réussir l'entrepreneuriat auprès des jeunes aussi donc de développement de l'écosystème. Voilà, chers participants ou même les auditeurs qui nous suivent sur tout le territoire national, on tient à vous rappeler que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se passe du 17 au 22 et au moment où l'on vous parle, il y a une foire qui vient de démarrer depuis le lundi jusqu'à samedi. Il se passe à l'hôtel Source du Nil de 8h à 17h. On tient toujours à remercier tous les partenaires, y compris la SNV qui a pu financer une telle session. Et le message que je viens de tirer, c'est surtout, l'entrepreneuriat n'est pas finalement pouvoir créer une entreprise. C'est plutôt une manière de penser, de résoudre des problèmes, d'innover d'une manière adaptée au contexte burundais. Et surtout, je viens de constater que les jeunes burundais ont du potentiel. Ils ont du courage et de la créativité. Avec une approche vraiment méthodique, un bon accompagnement et un environnement favorable, le chômage et le sous-emploi peuvent reculer. Le futur du Burundi ne dépend pas seulement de la jeunesse, comme elle l'a dit Madame Lydie de Créop. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est finalement un point de départ, mais pas une fin. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la radio K2FM, c'est par ici que prend fin l'émission Kichui Chaye. On tient toujours à remercier qui que ce soit qui nous a suivis de part et d'autre. Merci beaucoup et bonne journée.